On va voir. Donc, merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Oui, je peux commencer. Ok. Je vais vous présenter donc mon mémoire qui est basé sur ma future marque qui s'appelle Rose Braz. Donc c'est un projet que j'ai commencé en ce début d'année et que j'ai fait en plus de mon alternance et de mes études. Et en fait, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler, mais ça va être une marque de prêt-à-porter premium qui va être produit vraiment de base des tops ou des robes avec brassière intégré. Donc j'ai vraiment envie de répondre en fait, à un besoin qui est présent aujourd'hui sur le marché de ne plus avoir besoin de porter de soutien-gorge. J'aimerais bien répondre à cette problématique grâce à ce produit. Et donc, j'ai souhaité faire mon mémoire autour de ce projet. Et donc, j'avais comme problématique quelle stratégie de communication mettre en œuvre pour positionner efficacement une marque de prêt-à-porter féminin premium en 2026 à la technicité innovante et assurer sa stabilité dès les premiers mois d'exploitation. Là, en fait, ce que je voulais vraiment essayer de comprendre à travers ce mois, c'était quand on est une nouvelle marque, comment est-ce qu'on arrive à arriver sur le marché et pouvoir avoir une différence, parce qu'on sait que c'est quand même un marché qui est ultra concurrentiel et où c'est saturé. Mais aussi, pas juste faire une communication qui va être jolie, mais en fait, comment est-ce que cette communication va permettre de vraiment avoir une stabilité qui derrière va permettre que la marque grossisse, agrandisse, etc. Donc j'ai vu que c'était ces trois éléments qui m'ont vraiment permis de dégager une réponse. Il y a donc au niveau d'un storytelling qui va être incarné, une communauté engagée, une expérience immersive. Et ensuite j'ai voulu donc faire un récap un peu comme une roadmap finalement de cette stratégie de communication appliquée à Rose Braz, et ainsi que les limites et la conclusion. Donc je commence avec le concept, même la base on va dire même de ma stratégie de communication qui va donc être autour du storytelling. On sait que c'est un concept une technique qui fonctionne et c'est avec succès de très grandes marques comme Jacquemus, Skims, Cézanne l'ont appliqué à leur stratégie. Et en fait, je pense que quand on va développer une marque comme Rose Braz qui a un concept, etc., il faut qu'il y ait ce storytelling qui soit vraiment impactant et qu'on puisse en fait savoir que voilà, Rose Braz c'est la marque de top robe avec brassière intégrée. Donc d'abord, j'ai voulu vraiment faire un focus sur le storytelling de marque. Et j'ai découvert les théories de Claire Roederer. Donc il y a la logique de sémantisation qui va être en fait autour de créer un univers autour de la marque, et la logique de premiumisation qui va contenir 4 éléments qui vont permettre en fait de positionner efficacement la marque premium. Et ça en fait ça va vraiment donner une base solide dans vraiment la création du cadre de la communication et pour vraiment son incarnation dans les mots et dans les images. Cependant, vraiment afin de se démarquer, on sait qu'il n'y a pas que du storytelling, il faut vraiment avoir cette narration de rupture. Et donc là, j'ai voulu en fait vous mettre un peu une narration de rupture appliquée à Rose Braz. On va donc avoir une rupture au niveau de l'industrie de la lingerie du prêt-à-porter en fusionnant les deux ensemble. On sait qu'elles cohabitent un petit peu, mais c'est vrai que personne n'a réellement osé faire ce mix dans une marque de prêt-à-porter. Ensuite, on va avoir la rupture d'identification. Là, ça va être au niveau en fait, vraiment de tout ce qui est de l'inclusivité, etc. Alors, ça se retrouve beaucoup dans la lingerie, mais là, c'est vraiment l'appliquer bien au prêt-à-porter, comme a pu faire en fait Skims au niveau de la lingerie. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose aussi pour Rose Braz appliqué dans le prêt-à-porter. Et aussi, ce qu'on va pouvoir retrouver, ça va être une rupture au niveau d'engagement environnemental et sociétal. Aujourd'hui, tous les acteurs qui font en fait ce type de produit avec maintien intégré sont des acteurs de la fast fashion, et donc Rose Braz devrait se positionner en tant qu'acteur premium, le seul. Et donc là, on aurait encore une rupture. Ensuite, on sait que une marque n'est rien sans son produit. Je me suis donc intéressée au storytelling du produit, et on sait que c'est un produit qui est technique, donc c'est pas forcément très facile de le rendre glamour. Et en fait, je suis tombée sur la vidéo de Cartier, qui est l'Odyssée de Cartier, c'était une pub de 2012. Et en fait, à travers cette pub, on voit en fait que l'objet, c'est perçu comme un personnage qui a des émotions. On voit plein d'ancrages symboliques de la marque au niveau des valeurs, de son histoire. Mais aussi, on peut en fait avoir une projection de nous-mêmes grâce aux produits portés. Et donc là, c'est vraiment ce que je vais essayer de construire avec le storytelling produit autour de Rose Braz. Et j'ai voulu en fait confirmer ces théories à travers une étude quantitative que j'ai réalisée
c'est en début d'année. J'ai eu un échantillon de 110 personnes, dont 98% de femmes qui ont répondu, plutôt de la génération Z et Y. Et en fait, l'intérêt de ce questionnaire, c'était juste de comprendre leurs attentes et leurs comportements face à une marque premium technique. Et donc, toujours dans cette logique d'avoir vraiment ce côté vraiment d'humaniser, en fait, d'avoir l'humain au cœur du produit, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendaient comme contenu, etc., pour vraiment pouvoir créer ce storytelling. 67% veulent des idées de outfit, et ça m'a fait penser en fait à la TNVP, Cézanne, une entreprise française qui vraiment a eu un succès grâce à toutes ses vidéos, à sa communication, à son storytelling. Et c'est par exemple exactement le type de vidéo que j'aimerais reproduire pour Rosebuzz. Donc en somme, dans cette première partie, en fait, on voit que l'enseignement clé, c'est que pour construire un storytelling premium, il faut de la cohérence, que ce soit en fait dans l'authenticité de l'univers narratif, mais aussi dans la force, enfin dans la crédibilité que va avoir le produit, pour qu'en fait les deux viennent se renforcer mutuellement. Et donc ça, en fait, ça m'a fait penser au concept juste du story living. En fait, on ne va plus juste raconter une histoire, mais on va la faire vivre, on va faire des expériences réelles qui vont amener en fait vraiment de l'authenticité dans ce besoin qu'on va avoir. Mais forcément, quand on crée un beau storytelling, qu'on a tout réussi, les clés de ça, on a envie qu'il soit entendu et qu'il soit écouté. Et là est l'intérêt donc d'avoir une communauté aujourd'hui. J'ai donc voulu, à travers mon mémoire, comprendre et connaître ma communauté, sachant que, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on avait génération Z 61% des répondants, génération Y c'était 16% et Baby Boomer c'était 22%. Et en fait, j'ai essayé de savoir en fait, c'était quoi le langage qu'ils attendaient, le lieu de contact où je pouvais les retrouver et les attentes surtout par génération. En somme, 67% sur 100 veulent du vrai en termes de communication, et ça c'est vraiment en fait juste de la spontanéité dans le ton, vraiment des recommandations sociales, etc. Moi ça m'a amené au concept du BFF marketing, qui est donc en fait un concept d'une stratégie de communication qui vise à être au plus proche de sa communauté, à avoir vraiment des émotions et à permettre de vraiment créer un lien très fort. On va parler en fait de cette communauté comme si c'était à nos meilleurs amis. Et donc, pour apporter cette crédibilité-là, je me suis dit que l'utilisation d'influence et de UGC allait pouvoir vraiment créer cette proximité que je souhaite avoir. Pourquoi ces choix ? Déjà parce que l'influence, ça a 10 fois plus d'attention qu'un média classique, sachant que vu qu'on veut de la proximité, on va plutôt se diriger vers des nano et micro-influenceurs qui ont un taux d'engagement qui va être plus fort, et forcément la proximité qu'on va avoir. Et l'user-generated content, là ça va être vraiment dans le permettre de gagner confiance en ce produit qui est technique. 88% des gens font plus confiance sur recommandation, et je pense que c'est vraiment intéressant d'inclure ça aussi dans la stratégie de communication d'un produit qui est technique et qui est peut-être un peu plus difficile à convaincre quand on ne l'a pas testé, etc. Si on suit la logique du BFF marketing, on va donc explorer le concept du building public. C'est aussi par exemple pour ça que j'enregistre mon oral. C'est en fait vraiment d'avoir un peu cette technique de personal branding, mais aussi de partager toutes les coulisses d'une marque. Donc quand on a dit qu'on voulait de la rupture, ici, ce que je veux, c'est qu'en fait, j'avais écouté un podcast de Business in Fashion de 2022 qui parlait du building public justement, et qui disait que c'était pas juste une stratégie de communication, mais bien une preuve d'intégrité. Et vu qu'on a vu avant, les gens souhaitent de l'authenticité, là on va vraiment leur donner ça. Avec 88% des répondants à mon questionnaire qui ont dit qu'ils souhaitaient participer activement à la création du projet, que ce soit en étant des testeuses, en soutenant, en votant les produits, ça montre vraiment en fait qu'il y a un intérêt de participer. Un exemple aussi plus intéressant, qui est vraiment très concret, qui est là, c'est Grace Beverly, c'est une Britannique qui a 3 marques, dont Tala, et en fait elle nous a partagé vraiment tous les backstage de l'ouverture de ses magasins. Et ça, en fait, ça va venir créer de la désirabilité autour de son storytelling qu'elle va créer, mais aussi de l'authenticité car elle crée une relation avec sa communauté finalement. Et ça va vraiment venir créer de la stabilité sur le long terme parce que les gens vont vraiment se sentir engagés dans ce qu'elle fait. Donc, en somme, vraiment, ce que je veux, c'est que cette stratégie permette d'avoir une audience qui va être dispersée, la rassembler vraiment en ambassadrice active. Ce qu'on va vouloir aussi chercher à faire avec ces 3 piliers, ça va être de créer un capital social qui vont englober la marque et qu'on va faire que la communauté va vraiment adhérer et puis juste
comprendre la cohérence du storytelling qu'on va créer. Ok. Et donc, une fois qu'on a cette communauté, ce qu'on veut, c'est qu'on la convertisse et qu'on la retienne pour qu'en fait, là, on ait vraiment cette stabilité sur les mois après le lancement. Et donc, je me suis intéressée à l'expérience digitale, l'expérience client, on va dire, immersive, digitale, physique. Ce que je trouvais intéressant, c'est que grâce à tout ce qu'on a pu créer avant avec le storytelling de la communauté, il y a Dinesty qui a dit que ce qu'on a aidé à créer, on le défend plus fort, plus longtemps. Et je trouve que c'est pas hyper intéressant dans cette catégorie-là, sachant que moi, vu que je veux lancer une marque, etc., va falloir que je m'attaque d'abord à la niche, et cette niche-là, ça va être donc les early adopters et innovators, qui en fait vont avoir suivi le projet dès le début. L'objectif en fait de les avoir, de les cibler, c'est de, encore une fois, pérenniser le lancement. Sur la partie digitale, avec les différentes théories et les retours que j'ai eus, on va réussir en fait à créer un parcours client dans le modèle du story living, avec des newsletters gamifiés, des fiches produits immersives et des live vidéo shopping, sachant que je pense que ce dernier point c'est une vraie opportunité. On sait qu'en Asie ça fonctionne extrêmement, ça fait 10% du chiffre e-commerce selon McKinsey. Et sachant que c'est un taux de conversion de 20 à 30% supérieur à ce qu'on va retrouver avec un site classique, c'est énorme. Et là, en fait, c'est un exemple d'une marque britannique, Made by Mitchell, qui a fait un live en fait, TikTok pendant 24 heures et qui a fait 1 million de ventes. Donc c'est vraiment, 1 million de chiffre d'affaires, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui va peut-être être à réfléchir aussi sur toute la stratégie. Mais forcément, le physique revient forcément à chaque fois au grand galop. Dans le questionnaire, c'était un point qui était très demandé. 65% souhaitent voir le produit, les gens souhaitent voir le produit en physique. Et 44% disent qu'un pop-up les inciterait à acheter. Encore une fois, ça rentre dans la stratégie de communication parce que les gens, quand ils vont venir au pop-up, etc., ils vont pouvoir faire des contenus, ça va faire peut-être même des UGC. Donc là, ça va vraiment juste venir renforcer cette crédibilité de la marque et bien vraiment se positionner sur le marché. Donc j'ai voulu vous faire un peu une petite roadmap de Rosewise avec toute cette stratégie qui va être englobée. Donc là en fait il y a vraiment la partie, tout ce qui va être building public, qui va être jusqu'au lancement forcément, à ajuster après, peut-être que ça viendra à bouger. Il y a forcément la partie storytelling de marque, storytelling produit qui vont être ensemble, la partie influence UGC et après la partie vraiment expérience avec le digital et ici le physique pour faire vraiment quelque chose qui va être très cohérent, qui va faire que ce sera un succès. Donc au niveau des mythes que j'ai pu rencontrer, il va peut-être avoir au niveau de l'échantillon qui va être un peu réduit au niveau de la génération Y. C'est censé être quand même une grosse partie de mes futures clientes. Et donc peut-être que si j'avais voulu avoir des réponses plus adéquates sur certains sujets, ça aurait été intéressant d'avoir plus de personnes de cette génération. Au niveau de la stratégie, le online, offline, c'est des choses qui sont, il y a l'instabilité des réseaux sociaux, mais le coût du physique, on sait que c'est très cher, donc il faut bien comprendre ça dans la stratégie pour essayer que ce soit le mieux évalué. Et ne pas attendre que le buzz fasse toute la stratégie. On sait que la viralité c'est important pour gagner de la visibilité, etc. Mais c'est très éphémère, donc il ne faut pas baser toute sa stratégie sur ça. Donc voici pour ce mémoire, vraiment je le vois comme une fiche de route pour la suite de mon aventure, sachant que voilà, ces 3 points qui sont donc le storytelling qui va être complet, incarné, répété, va venir ancrer la marque dans ce marché, la communauté va juste la faire gagner plus en visibilité et l'expérience va faire qu'on va pouvoir retenir le plus de personnes. Et plus largement, je pense réellement que la co-création, ça va devenir une norme dans l'industrie, ça devrait en tout cas devenir une norme dans l'industrie créative. Les gens, ils demandent que ça, ils demandent à participer, et donc peut-être que ça pourra jouer à se développer dans même peut-être d'autres secteurs. Et je vois vraiment pas du coup ce mémoire comme une fin, mais comme un début, parce que en fait, on va permettre à un produit technique de devenir un vrai mouvement porté par et pour les femmes. Voilà, merci beaucoup. Parfait timing, Clara. Nous pourrons passer aux questions-réponses, s'il vous plaît. Vous avez le rendu pour qu'on puisse le voir. Alors, du coup, c'est un prototype, donc il n'est pas du tout fini, il n'est pas voué à ressembler à ça au final, mais voilà, là c'était un débardeur tout simple, et donc l'intérêt c'est vraiment la partie intérieure ici. Ouais.
Et du coup, la ligne est déclinée sur du t-shirt. J'aimerais bien faire aussi des. Là, c'est principalement du coup des hauts et des robes, mais des one-shooters, des tenues, essayer de faire vraiment quelque chose où il y a un intérêt en fait aussi d'avoir. Qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir un soutien-gorge finalement, dès que ça se voit, qu'il y ait des bretelles, etc. Là, c'est vraiment de pouvoir ne pas avoir besoin de porter de soutien-gorge, mais quand même d'être maintenu. Et voilà. Et donc ce sera fait au Portugal. La matière principale c'est du coton. La brassière c'est du polyester recyclé. Donc à voir peut-être à l'avenir d'avoir des choses peut-être encore plus responsables, mais j'ai vraiment envie d'avoir une démarche qui soit encore plus travaillée. Ok. Voilà. Là, à première abord, comme ça, en fait, ça me fait penser à un produit de sport. Tu sais, les t-shirts de sport. Ouais. Ok. Et mais toi, justement, là, c'est. En fait, tout ce qu'on va retrouver sur le marché, ça va être vraiment des marques de lingerie, des produits de sport. Et en fait, là, forcément, c'est un premier proto, donc il est très simple. Mais j'ai vraiment envie de faire des choses qui vont être hyper colorées, hyper travaillées au niveau même des matières. Peut-être que si on peut après avoir du crochet. Et c'est vraiment de faire quelque chose qui va être pas caché sous un vêtement. Qui soit glamour, et là tu pourras te démarquer parce que c'est vrai que ça c'est ultra concurrentiel. Chez Chantel, on a déjà un peu ce type de produit et c'est vrai qu'il y en a une tonne sur le marché. Et justement, pour ce type de produit, on essaie de sortir vachement des imprimés pour se différencier des autres marques. Parce que même tu parlais du digital, et en fait sur le digital, on différencie pas forcément les marques. Du coup, si t'as pas des imprimés ou des trucs, c'est différenciant. Donc c'est surtout là, j'ai besoin aussi de la technologie au niveau de la brassière, la créer, etc. Et là, c'est vraiment le premier, mais après, le but, c'est que ça reste pas du tout comme ça. Parce que sur le lancement produit, ce serait décliné en combien de modèles sur une collection Là, je suis en train de finaliser tout ça, justement, mais ce serait j'aimerais bien qu'il y ait à peu près 4 produits, dont une robe. Et ce serait bien que ce soit dans plusieurs couleurs aussi, si possible. Et je peux savoir d'où est venu le naming Rose Brass du coup? Alors c'est parce que je suis bretonne. D'accord. Et en fait c'est un manoir en Bretagne qui appartenait à mes grands-parents qui en fait accueillait avant des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait j'ai adoré l'histoire du fait que le manoir il protège en fait les pèlerins pendant tout leur voyage sur le chemin de Compostelle. Et donc il y a une forte connotation qui est par rapport à la Bretagne parce que j'ai envie que t-shirts, etc., ils aient cette cohérence, ce maintien qu'on pourrait avoir comme l'a eu en fait, le lieu pour les pèlerins. Et après, il y a aussi, en fait, je trouvais que ça matchait hyper bien avec le concept parce qu'il y a la partie donc, rose, parce que ce sera donc, que pour les femmes, et bras, en anglais, brass, voilà, je trouvais que ça matchait bien. Et du coup, tu vas utiliser un petit peu cette histoire sur le storytelling. Ouais, j'aimerais bien. Comment tu vas le positionner sur quelque chose tu anticipes dans le narratif autour du lancement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas storyteller plus tard à partir de dès le lancement, dès le départ. Ouais, parce que dans tous les cas, j'ai envie que ce soit, qu'il y ait un peu de caractère forcément dans la marque. Pour moi, là, le proto ne le représente pas du tout. J'ai envie que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus caractériel, comme les Bretons finalement, et d'avoir vraiment quelque chose qui va être reconnaissable. Surtout que j'aimerais bien avoir une petite signature sur les produits pour qu'on reconnaisse, parce que là sinon comme on disait c'est vraiment juste un top lambda. J'ai envie que tu aies une petite signature qui rappelle si jamais le logo fait les coquilles de Compostelle. Voilà exactement, et donc ça matchait bien aussi par rapport à ça, donc pourquoi pas essayer de mettre peut-être une petite broderie comme ça quelque part, essayer de trouver un petit signe qui va faire que on va savoir que c'est positionnement. Ouais, exactement. L'utiliser ensuite dans la communication. Et excuse-moi, je sais plus si tu as dit, mais justement, ce serait quoi en termes de prix? Tu as un petit peu réfléchi? C'est premium. C'est premium, donc pour moi ce serait vraiment quelque chose autour des faciles 80 €, peut-être même voire plus après pour les robes, etc. Mais pour moi ça ne descendrait pas en dessous des 80 €. Est-ce que pour toi, qui est le concurrent principal au niveau de l'étude de marché? Il y a... Et en termes de positionnement prix aussi. Positionnement prix, pour l'instant il n'y a pas grand monde du coup qui est sur le premium, qui existe. Du coup il y a Uniqlo qui a lancé très fortement, mais c'est de la fast fashion. Il y a Minastorm qui fait un petit peu, donc qui est aussi un peu on va dire même positionnement prix, mais c'est de la lingerie. Après il y a une américaine qui fait, mais pareil c'est fast fashion.
Donc il y a un peu de différent en fait, mais c'est pas réellement premium avec des belles matières, etc. Ça va être beaucoup des choses qui vont être justement très simples, et moi c'est pas ce que je veux. Donc pour l'instant il n'y a pas réellement justement ce positionnement-là. C'est là que j'ai envie d'aller chercher cette opportunité justement. Ok. Voilà. Moi je vais dire bravo parce que tu as bien articulé toute ta strat de com. Tu as bien compris aujourd'hui ce que c'était une marque qui se lançait sur les réseaux, comment il fallait l'incarner. Pourquoi il fallait que ta communauté suive le process du début à la fin. Là, tu as déjà commencé, du coup, sur tes réseaux, tu as déjà... Bon, j'ai que 500 abonnés, mais bon, c'est déjà ça. Non, mais ouais, si, j'ai déjà commencé. Et là, je partage... Là, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait 30 jours passés d'alternante à CEO. J'avais fait une petite série. En fait, je partageais tout, du coup, les moments où j'ai fini mon alternance, où j'ai fait mon mémoire. Et donc là, le but, c'est que je finisse vraiment ça en partageant mon oral. Et en fait, c'est juste essayer d'entraîner les gens comme ça parce que c'est ce qui marche, ça se voit. La Britannique Grace Beverly, c'est une fille que je suis depuis assez longtemps quand même. Vraiment, là, elle a 1 million de followers et en fait, à chaque drop qu'elle va faire de collections, etc., elle est tout le temps sold out parce qu'en fait, ce qu'elle arrive à entraîner, les gens, ça les prend et donc tout de suite ça part. Quoi. Okay. Donc même si voilà, c'est pas le but c'est pas d'être viral, etc., ce que je disais, c'est juste qu'en fait, en accrochant les gens comme ça, moi, même si j'ai pas mal d'amis qui suivent, il y en a pas mal en fait que c'est des amis d'amis qui suivent la marque, ce que je fais et qui me disent j'attends que ça, que tu sortes et tout, alors que je les connais même pas plus que ça, et juste parce qu'en fait ils attendent le process, etc. Donc c'est vrai que ouais, c'est... Et du coup, tu as un lien là pour voir le début de ta strate un peu digitale, tu as fait quoi, un Instagram, un TikTok, comment tu as fait le début de la communauté? Oui, là pour l'instant c'est principalement, donc, sur Instagram et TikTok. Okay. Je poste presque tous les jours. Okay. Là c'est clairement que la partie bulletin public que je suis en train de faire. Et justement là, vu que je vais avoir des produits, je commence vraiment à comprendre qu'est-ce que je veux aussi amener. Là je passe à la suite du coup qui était en fait la petite roadmap que je vous ai fait là. C'est un peu ça en fait. Là vraiment je suis que dans ça. Et donc là maintenant je vais commencer, là ça commence vraiment depuis longtemps, mais ça c'est toute cette partie-là justement qui va arriver ensuite. Moi il y a juste peut-être un truc que tu nous as pas parlé sur ta strat de com, est-ce que pour toi c'est important? Parce qu'on sait que la jeune génération est sensible à toutes les questions RSE sociétales, ouais. Et aussi acheter mieux, acheter moins, peut-être acheter plus limited. Est-ce que pour ta communauté, est-ce que tu leur as demandé si c'était important de parler de cet aspect RSE social? Parce que tu dis que tu vas produire au Portugal, c'est bien. Après, tu as un très fort ancrage dans la Bretagne, donc est-ce que c'est peut-être pas aussi un truc que tu pourrais faire la vie en France? Après, je connais pas les usines de production, tout ça, je connais pas les... Mais au Portugal, après, tu peux travailler avec une usine, qui travaille avec des femmes, voilà. Est-ce que pour ta communauté, pour toi, c'est intéressant et c'est important, pour ta strate de com aussi, de parler de ces questions-là? Ouais, ça faisait un peu partie au niveau des ruptures, justement. Il y a la partie environnement, parce que comme je disais, il n'y a que des acteurs fast fashion, et donc là, moi, j'ai justement envie d'avoir au niveau des matières, que ce soit bien mis en avant, que ce soit des matières naturelles. Ce qui serait génial, c'est de faire aussi adhérer à des labels comme tout ce qui va être Bicorp, Ecotex. Je sais que ça coûte très cher, mais voilà, ça peut être des choses aussi qui vont encore plus renforcer la crédibilité de la marque. Au niveau social, pareil, là j'en ai pas parlé, mais le produit il a aussi un intérêt pour toutes les femmes qui ont un cancer du sein. Donc je compte aussi participer à ce genre de cause. Et après, justement, c'est que au niveau de tout ce qui est de l'empowerment de la femme, je pense que ça va justement en fait, dans toutes les actions que la marque va prendre et dans justement tout ce qui est même aussi au niveau de l'inclusivité. Non, il y a plein de positionnements qui vont être pris. Je me rappelle pas trop si je leur ai demandé, mais ça peut être quelque chose qui peut venir. Mais parce que là pour l'instant, vu que j'ai pas encore réellement de produits, etc., j'ai pas encore posé justement toutes ces questions à ma communauté et j'avoue dans le mémoire, je l'ai pas fait. Mais c'est clairement quelque chose moi il y a une sensibilité et le but c'est de demander. Ouais, il faut vraiment que tu creuses ta cible à fond pour voir si vraiment c'est quelque chose ça peut être un axe de communication qui serait hyper différenciant pour toi. Parce que bien sûr les marques le font, mais peut-être pas assez bien, peut-être pas à fond. Ouais. Et c'est peut être un moment de différenciation pour toi. Mais encore peut-être une mini-question si vous avez. Moi j'allais juste dire, surtout pour une marque premium, je pense que c'est important les gens s'y mettent. Oui, je suis d'accord. Oui, sinon les gens ils ne voient pas l'intérêt non plus
d'acheter du premium ou des choses comme ça. Donc, non, carrément. En tout cas, bravo, et puis Merci. on regardera. Oui, on suivra. Franchement, On suivra les aventures. Merci. Bravo. Juste si je peux me permettre un tout mini truc, Oui. c'est il y avait vraiment beaucoup d'informations et c'est vrai que tu parlais assez vite et du coup il y a certaines choses j'avais un peu du mal à suivre, mais sinon franchement Ouais, c'est pas fait, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire donc c'était. mais oui je sais, mais on faisait tous pareil, enfin, j'étais comme ça, mais ça enchaînait vachement et j'étais là. T'as raison de lui dire parce que c'est vrai que t'as parlé vite. Et encore, Ouais, et encore j'ai essayé Il y a de. beaucoup de choses. Mais c'est oui, je C'est sais. clair.